Bonsoir à tous et bienvenue dans cette conférence expérimentale à distance, préenregistrée, où on va essayer de vous donner un maximum d'informations pour ce qu'on en connaît sur le projet Linky. La démarche est celle d'informer un maximum de façon à ce que tout le monde puisse se faire en fait sa propre opinion par rapport à ce projet. Étant donné que les médias en parlent très peu et qu'Enedis lui-même communique très peu sur la question, au-delà des courriers très simples qu'il envoie à chacun. Notre démarche, elle est celle de faire connaître tout ce que nous, on a découvert comme information. Alors, pour ce faire, le déroulé qu'on vous propose, c'est celui qui est là à l'écran, à savoir d'abord parler du contexte juridique, à savoir des éléments d'information pour répondre à la question ou aux remarques que vous pouvez avoir entendues du type « le Linky c'est obligatoire », le Linky c'est l'Europe qui l'impose, le Linky c'est la loi, on ne peut pas s'y soustraire, même comme l'UFC Que Choisir par exemple l'a notifié dans des documents je crois. Donc ce contexte juridique, ce sera pour vous donner des éléments d'information là-dessus et vous rendre compte qu'il n'y a rien d'obligatoire en fait dans ce projet. Le deuxième point, ce sera à propos des responsabilités d'Enedis et des communes, pour répondre aussi à un autre aspect qui est le fait qu'on nous dit souvent ou qu'on peut entendre oui, bon, les compteurs c'est à Enedis, on peut rien faire. En réalité, c'est très loin d'être le cas. Les compteurs sont aux communes. Ensuite, on passera en revue un peu le fonctionnement technique du Linky pour que vous puissiez vous rendre compte de ce dont il s'agit. Et on est loin d'un compteur classique, en fait. Et on passera aussi en revue les arguments positifs et négatifs qu'on peut entendre sur la question. On ne sera pas exhaustif parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à faire, mais on ira déjà beaucoup plus loin que ce que vous pouvez voir dans la documentation Enedis. On abordera l'histoire, la question du calendrier du déploiement à Castres et dans le Tarn Sud. Ensuite, on vous expliquera ce que contient l'arrêté du maire de Castres. Et puis, comment faire si vous voulez refuser le remplacement de votre compteur par un Linky. Quelles sont les démarches possibles pour les particuliers notamment. Si jamais vous y avez des élus dans la salle qui s'intéressent aux démarches pour les communes, ne pas hésiter à venir nous voir, on connaît bien la question et on peut tout vous expliquer. Et puis à la fin, on fera juste une mini-synthèse, un résumé de la situation pour vous donner un peu toute la teneur du projet Linky. Voilà. Alors, allons-y du coup directement avec la question du contexte juridique. Le contexte juridique ou disons légal, c'est-à-dire que dit la loi sur cette histoire de programme Linky. Alors, vous avez peut-être entendu dire c'est l'Europe qui l'impose. À la base, il y a effectivement eu une directive européenne qui date de 2009, qui portait sur les systèmes d'énergie et l'homogénéisation du point de vue européen, qui en fait n'impose pas du tout de compteurs communicants, ni d'électricité, ni quoi que ce soit d'autre. Cette directive européenne, elle évoque simplement et elle demande simplement aux États membres d'étudier la question de la mise en place de compteurs communicants. Et si cette évaluation, s'ils étudient la question et que l'évaluation est positive, alors il y a la notification d'en déployer, de se donner un calendrier pour déployer ces compteurs. Elle ne dit absolument pas que c'est obligatoire et il y a des tas de pays européens qui ont pris des décisions différentes, comme le Portugal ou l'Allemagne ou la Lituanie ou la République tchèque qui se dotent pas de compteurs communicants. Donc cette directive 1, elle n'impose rien. 2, elle suggérait de le faire sous réserve d'une évaluation économique qui soit favorable à la fois pour le marché et pour le consommateur. Et si on insiste là-dessus, c'est parce qu'en fait, avec le Linky, on n'en est pas vraiment là. Donc la directive, elle demandait aux pays de regarder la question des compteurs communicants. Donc la France, comme tous les autres pays européens, était tenue de faire une étude technico-économique pour évaluer les coûts et les gains potentiels d'un déploiement de compteurs électriques communicants. En France, c'est Capgemini Consulting qui s'est vu remettre cette mission de faire l'évaluation française. Et Capgemini a conclu que le projet était favorable sous certaines conditions, avec notamment d'ores et déjà, dans les comptes rendus à l'époque, des notifications du type si la balance économique n'était pas favorable, le consommateur, il sera fait appel à la participation du consommateur pour compenser si éventuellement le projet n'était pas à l'équilibre. Néanmoins, sur cette évaluation favorable sous certaines conditions, la France s'est ensuite dotée d'un décret qui donnait,
qui donne toujours l'autorisation à Enedis de déployer ses compteurs de type Linky. Ce n'est pas du tout un décret qui oblige à quoi que ce soit, c'est un décret qui donne la possibilité de, et c'est très très différent. Et si jamais vous avez entendu parler de la loi de transition énergétique, qui est une loi d'août 2015, tout ça s'est toujours passé pendant l'été, c'est toujours intéressant à observer. Donc cette loi de transition énergétique qui porte sur le code du bâtiment, le code de l'énergie, etc. Cette loi de transition énergétique, elle n'impose pas du tout non plus des compteurs Linky ou des compteurs communicants, ni la technologie du CPL, qui est celle du compteur Linky. La loi de transition énergétique, elle fait apparaître simplement les notions de mise à disposition des données de comptage et des choses comme ça. Mais en tout cas, elle n'impose en aucun cas que les foyers se voient installer un compteur communicant. Voilà. Donc s'il fallait résumer les choses, certes, il y a une loi, il y a un décret qui permet à Enedis d'installer des compteurs communicants. Néanmoins, il n'y a absolument pas d'obligation dans la loi d'être équipé dans son foyer d'un compteur de ce type. Et surtout, pour se prémunir des questions que vous avez peut-être dans vos esprits, il n'y a pas de sanctions prévues pour ceux qui ne sont pas équipés. Si on vous parle de sanctions financières, de coûts à venir si jamais vous refusez le Linky, c'est absolument infondé, il n'y a pas de sanctions prévues, ce qui est tout à fait logique au demeurant puisqu'il n'y a pas d'obligation d'être équipé. Voilà, pour que tout soit clair du point de vue de ce que dit la loi et de, en fait, la non-obligation d'acceptation par tout à chacun. Il n'y aura pas de clients exclus du dispositif Linky, sauf ceux qui ne voudront pas ouvrir leurs portes, parce que nous, on n'a pas vocation, on n'est pas habilité à forcer la porte des clients pour ceux qui, in fine, vous ne voudraient pas nous ouvrir ou qui résistent. Alors, pour continuer, quelques informations pour éclairer la question du dispatch de responsabilité entre Enedis et les communes sur la question des compteurs. Ceci pour répondre à ce qu'on peut entendre parfois du type les compteurs ne sont pas à nous, de toute façon on peut rien faire. C'est Enedis qui gère ça et qui s'occupe des compteurs, c'est pas on n'a pas notre mot à dire. En fait, les choses sont un peu différentes. Historiquement, entre la fin du 19e et le début du 20e, au moment où se sont mis en place tout doucement les réseaux électriques, historiquement, il y a eu deux lois qui sont passées en 1884 et 1906. Une qui disait ce sont les communes qui ont la compétence d'organiser la distribution d'électricité. Et une deuxième loi en 1906 qui, elle, parlait de la propriété des réseaux. Et cette loi de 1906 a distribué la propriété du réseau sur différents acteurs. Et les communes se sont vues attribuer la propriété du réseau moyenne tension et basse tension. Et les compteurs se trouvent sur le réseau basse tension. Et le réseau haute tension s'est vu, lui, attribué à l'instance nationale qui s'appelait pas Enedis à l'époque. Mais voilà, Enedis aujourd'hui est toujours propriétaire du réseau haute tension. Donc les compteurs, depuis toujours, historiquement, les compteurs qui sont sur le réseau basse tension sont donc sur des équipements qui sont la propriété des communes. Vous aurez peut-être remarqué en même temps qu'il n'y a pas d'agent de la ville qui intervient sur les compteurs ou sur les lignes moyenne tension ou basse tension. On n'a jamais vu aucun agent municipal en charge de ça nulle part, sauf exception à quelques endroits en France. Et c'est peut-être de là que vient le flou sur qui est responsable de ces compteurs et qui en a la propriété. En fait, s'il y a ce flou, c'est parce que dans le développement de la gestion électrique par la suite, la gestion de ces biens, donc des lignes moyenne tension et basse tension, la gestion de ces biens, dans 95% des cas, les communes ne l'ont pas gardé en propre. Elles se sont dit on n'est pas compétente forcément sur ces questions d'électricité, donc elles n'ont pas gardé cette responsabilité en propre. Elles ont confié la gestion de ce réseau à des syndicats départementaux d'énergie, et dans le Tarn, c'est le SDET. Et ces mêmes syndicats départementaux d'énergie, et c'est à peu près la même structure partout en France, ces syndicats ont confié la gestion de ces équipements à la structure nationale qui s'appelle aujourd'hui Enedis. De là le fait que ce sont des opérateurs Enedis qui interviennent sur les compteurs, les lignes moyenne tension, les lignes basse tension, et non pas des agents de la ville. Cela étant,
cette action de transférer la gestion à une autre autorité, ça n'est pas pour autant un transfert de propriété. Il y a différents documents qui rappellent ça, il y a différentes sources où on peut retrouver ça, et la confirmation de ça, avec la formule qui dit le transfert de compétences n'emporte pas transfert de propriété. Même si je dis à quelqu'un de gérer quelque chose pour mon compte, je reste propriétaire de l'objet en question ou du dispositif. Et c'est exactement dans ce cadre-là que tombent les compteurs. Voilà. Donc, ce qui aurait dû se passer d'ailleurs, c'est que Enedis, avant de déployer ce programme de remplacement de tous les compteurs, aurait dû, en toute logique, si on s'en tient à la loi, en tout cas, on peut imaginer qu'Enedis aurait dû consulter les communes sur le fait qu'on démontait des biens qui ne leur appartiennent pas, puisqu'ils sont la propriété des communes. Et les communes auraient dû au final être consultées là-dessus, ce qui n'a pas été le cas a priori. Donc en résumé, les compteurs sont la propriété des communes, c'est un bien public communal, au même titre que dans un immeuble par exemple, il y a une zone qui est commune à tous. Donc les compteurs appartiennent aux communes. Enedis est en charge de la gestion de ce réseau basse et moyenne tension et donc des compteurs, mais de la gestion seulement. Quand on en est à une étape de déclassement des équipements, c'est-à-dire qu'on démonte des équipements et on les désaffecte de leur fonction première, en théorie, seules les communes devraient pouvoir décider de ça, et non pas Enedis tout seul. Et puis, pour anticiper peut-être une question sur le rôle des locataires ou des propriétaires par rapport à ce projet Linky, chaque habitant, en fait, vu que la commune est propriétaire du parc de compteurs, chaque habitant de la commune est finalement un peu propriétaire de façon diffuse d'une toute petite partie du parc de compteurs. Ce qui veut dire que je sois locataire ou propriétaire, finalement, quelque part, j'ai des comptes à rendre sur ces compteurs. J'en suis quelque part un petit peu le propriétaire. Et la posture de locataire ou de propriétaire change rien du tout. Ne change rien du tout par rapport à la posture qu'on peut avoir envie de prendre par rapport au projet Linky. Voilà. Alors, maintenant qu'on a clarifié la question juridique, à savoir il n'est pas obligatoire d'être équipé d'un Linky, et qu'on a clarifié à qui appartiennent ces appareils, ces compteurs, on peut passer au fonctionnement et on va essayer de présenter un fonctionnement un peu dans le détail, notamment assez différent ou par rapport à ce que Enedis peut donner comme information dans ses documents. Alors, pour commencer, simplement 3 images très simples. Ce que vous voyez là, ce sont les 3 compteurs ou les 3 types de compteurs, puisqu'il y en a qui ne sont pas à l'écran là, mais les 3 types de compteurs qui existent pour l'instant, à ce jour, les électromécaniques et les électroniques, qui sont les deux qui sont à gauche, et qui ont une durée de vie de 40 ans, voire même 60 ans pour certains électromécaniques, parce que ce sont des technologies sans électronique, donc très robustes dans le temps. Électromagnétique et électronique, donc. Et puis, à droite, le petit boîtier vert, qui est de la même taille à peu près que les compteurs électroniques d'aujourd'hui, les petits boîtiers blancs, là. Le Linky, qui est un petit boîtier vert fluo, lui, il a une durée de 15 ans, une durée de vie de 15 ans, voire 20 ans, mais ça paraît un peu surestimé de compter 20 ans. La raison, elle est toute simple, c'est parce que un Linky, il faut assimiler ça à un petit ordinateur, avec à l'intérieur une carte mère, un processeur, etc. Tout ce qui est nécessaire en termes d'électronique pour compter d'électricité et plus, et stocker de l'information notamment. Et tous ces composants électroniques, comme tout composant électronique, vieillissent très mal. D'où la durée de vie qui tout d'un coup s'écroule. Et si le Linky dure 15 ans, ben on sera déjà bien content. Ensuite, par rapport au fonctionnement à proprement parler de cet appareil une fois installé sur le réseau, c'est ce schéma qui va nous servir à expliquer un peu ce que le Linky apporte et modifie par rapport au fonctionnement du réseau actuel et aux compteurs qui sont actuellement chez nous. Alors, tout à gauche du schéma, vous avez le compteur Linky et puis la maison du client chez vous, que ce soit une maison ou un HLM, un appartement, peu importe. C'est la même chose, vous avez chez vous à la maison le compteur ou bien dans les parties communes de l'immeuble ou sur la rue, etc. Tout à droite, à l'opposé,
vous avez votre fournisseur d'électricité. Ça peut être Enercop, ça peut être EDF évidemment, ça peut être Engie, ça peut être Direct Energy, etc. qui lui vous facture l'électricité que vous consommez. Et entre les deux, il y a toute une chaîne de transmission d'informations. Jusque-là, on avait des relèves à pied, une fois par an, à savoir quelqu'un qui se déplace pour venir lire sur le compteur la consommation qui a été faite pendant l'année. Le Linky changerait complètement tout ça, puisque l'idée d'Enedis, c'est de relever cette information à distance, mais pas que, évidemment. Le Linky va beaucoup plus loin que le simple décompte de l'électricité. Comment il fonctionne? Alors, dans la maison du client, à gauche, vous voyez qu'il est indiqué CPL. CPL, ça signifie courant porteur en ligne. En gros, pour être très simple, actuellement, dans les câbles électriques de nos logements, il passe du 220 volts pour alimenter tous nos appareils électriques. Et ce 220 volts, il est codé, il a une fréquence de 50 Hz. C'est sa caractéristique. C'est comme un son grave, par exemple, en musique. Et le CPL, le courant porteur en ligne, c'est aussi un signal électrique qui se rajoute dans tous les câbles du logement et qui est un signal électrique différent, qui n'est pas du tout du 220 volts évidemment, mais surtout qui a une fréquence beaucoup plus élevée, de 36 à 90 kHz, voire 490 kHz pour les prochains CPL des générations suivantes. Et en gros, c'est comme un son très très aigu en musique, voilà. Et donc, il faut imaginer que dans les câbles du logement, au lieu d'avoir simplement le courant de base 50 Hz, on a un courant supplémentaire qui s'ajoute. Un problème très peu évoqué par Enedis, c'est que l'arrivée de ce CPL dans les câbles provoque des rayonnements électromagnétiques puisque les câbles de nos logements ne sont pas blindés, ne sont pas prévus pour recevoir ce type de courant de fréquence aussi élevée. Et au-dessus de 1 kHz, ces câbles, et là on sera clairement au-dessus de 1 kHz, au-dessus de 1 kHz, ces câbles deviennent rayonnants, et c'est la cause du coup de rayonnement électromagnétique partout dans le logement. Et pas que au niveau du compteur. Se méfier d'ailleurs à ce sujet parce qu'il y a des informations erronées qui sous-entendent que c'est que le compteur qui émettrait, etc. Et d'ailleurs, pendant tout un temps, Enedis a maintenu que le CPL n'entrait pas dans les logements, ce qui est complètement faux. Il y a eu un rapport de cette année qui a enfin démonté cet argument en démontrant que le CPL circule évidemment dans tous les câbles. Ce qui est la cause de problèmes techniques, de risques sanitaires, etc. On en parlera un peu plus loin. Ce CPL, il circule dans tous les câbles. Il est évidemment présent dans le compteur. Et c'est toujours ce CPL qui va transmettre l'information des consommations d'électricité du foyer jusqu'à ce qui est au milieu du schéma, le concentrateur. C'est en fait quelque chose qui va se trouver au niveau des postes de distribution, des transformateurs de quartier, des transformateurs d'électricité. Et dans ces transfos serait installé un concentrateur qui est simplement un dispositif électronique qui récolte l'information de tous les Linky du quartier et qui rassemble tout ça pour qu'ensuite ces informations de consommation soient transmises jusque chez Enedis à droite, et cette fois-ci non plus par CPL mais par téléphonie mobile, par GPRS et a priori 3G ou plus tard d'autres systèmes 4G ou autres. En tout cas, depuis tous les transformateurs de quartier, il y aurait donc ces signaux de téléphonie mobile qui seraient relayés d'antennes de téléphonie mobile en antennes de téléphonie mobile jusqu'à arriver dans les locaux d'Enedis et dans les data centers qui stockeraient toutes ces données. Donc, plus besoin de relève à pied pour Enedis, c'est ce qu'ils disent, et par exemple, c'est ce qu'ils visent, un des paramètres qui est visé, et effectivement, les flèches vertes qui apparaissent à l'écran signifient l'envoi d'informations du Linky vers chez Enedis. Et c'est ce qu'ils expliquent dans leur brochure, que ça va permettre d'éviter de passer tous les ans relever les compteurs, etc. Ça, c'est un sens de communication possible, celui qui est à peu près évoqué par Enedis. Pas de façon complètement transparente cependant, parce que sur la fréquence du relevé d'informations, ils sont pas clairs du tout. Par exemple, ils vont écrire dans des brochures que les informations transitent une seule fois par jour, alors que leurs intentions sont très très différentes et leurs intentions sont celles des relevés en continu. Mais ça, c'est pas écrit dans les brochures. Ça, c'est le sens donc de communication du Linky vers chez Enedis. Un autre sens de communication dont il parle très peu, ce sont les flèches oranges.
c'est-à-dire le sens d'envoi d'informations de chez eux dans nos foyers, notamment pour ce qui s'appelle du délestage, c'est-à-dire aller allumer ou éteindre, d'ailleurs plutôt éteindre, à distance, certains appareillages chez nous pendant certains pics de consommation d'électricité, du type pendant un pic de consommation en plein hiver parce qu'il fait très froid et que tous les chauffages électriques de France sont allumés. Si mon congélateur dernière génération est équipé d'une puce, comme le sont les nouveaux appareils d'électroménager de plus en plus, alors techniquement, via le Linky, Enedis a la possibilité d'aller couper mon congélateur pendant quelques heures s'il y a besoin pour alléger un peu le réseau. Ils en parlent très peu dans leur brochure et pourtant c'est à la fois un sens de communication de eux vers les foyers des particuliers qui est techniquement possible sans aucun problème et avéré en fait puisque c'est ce qu'ils souhaitent faire, piloter, ils appellent ça le pilotage en temps réel complet de tout le réseau. Ça fait partie de l'aboutissement du projet Linky, même s'ils n'en parlent que très très peu. Voilà, toute la chaîne du Linky et la modification totale de fonctionnement que ça apporterait. On parlera un peu après du CPL et des conséquences sanitaires des ondes électromagnétiques. Il y a dans ce projet aussi, par toute la collecte de données, la question de la vie privée et du niveau de détail d'informations qui peuvent être collectées. Du point de vue de la communication de Enedis vers nos logements, il y a la question du piratage et de la sécurité. Voilà, c'est une modification totale de fonctionnement du réseau. C'est pas l'arrivée du Linky n'est pas un simple remplacement d'un compteur par un autre compteur. Ça va bien plus loin que ça. Alors, une revue maintenant des arguments autour du Linky. Les arguments plutôt positifs tels qu'amenés par Enedis, plus ou moins valables, mais certains le sont. Des arguments négatifs aussi, pas du tout évoqués ou très peu évoqués par Enedis, alors qu'ils existent pourtant bien. Alors, en vert, il y a tout ce qui est du domaine du positif, entre guillemets, tel que présenté par Enedis, et en orange, tout ce qui est peu dit ou carrément non dit, non évoqué, et qui existe pourtant. Alors, vous allez entendre que c'est intéressant parce qu'il n'y a plus besoin de relever à pied. Effectivement, comme c'est un appareil connecté, le Linky, il n'y aura plus besoin de se déplacer pour venir lire la consommation sur le compteur, vu que la consommation, elle partira quotidiennement chez Enedis, d'ailleurs à une fréquence de transfert de données qui n'est pas très claire pour le moment. Donc voilà, Enedis vous dit il n'y a plus besoin de relever à pied et c'est aussi intéressant pour vous puisque vous aurez plus besoin, il n'y aura plus besoin de se rendre disponible quand l'agent Enedis passe une fois par an. On entend aussi où on va se voir expliquer que ça va nous permettre une meilleure gestion de notre consommation d'électricité, donc de pouvoir veiller à la façon dont on consomme de façon à modérer notre consommation et faire baisser nos factures. Cette affirmation-là, elle est basée sur le fait que, avec le Linky, on peut ensuite aller voir sur Internet, dans un espace personnel, la courbe de consommation qu'on délivre, en fait, qu'on génère quotidiennement de par nos appareils. Et Enedis explique que, en regardant cette courbe de consommation quotidienne, on peut ensuite essayer d'analyser notre façon de consommer pour trouver des leviers d'économie. En réalité, il y a d'autres analyses qui démontrent que c'est pas vraiment le cas. D'autres pays où il y a des compteurs qui sont déjà en place et où on observe que sur le moment, les gens sont sensibilisés peut-être à avoir une information de ce type et encore, une information qui arrive dans leur logement sous la forme d'un petit écran avec une info directement accessible, alors que là, il faudra faire la démarche d'aller sur Internet tous les jours pour regarder sa consommation. Mais donc, même dans des pays où il y a eu de telles expériences, il semble qu'il y ait une sorte de sensibilisation à la question de l'énergie pendant les premiers mois, et donc on fait plus attention, et il y a une légère baisse des consommations, et ensuite, en fait, la vie reprend le dessus, tout simplement. Et les consommations repartent comme elles étaient avant. Donc, le levier des économies d'énergie sur cet argument-là ne tient pas vraiment. On va aussi vous dire qu'avec le Linky, il sera rendu possible la facturation de la consommation mensuelle exacte. Alors c'est effectivement vrai, à l'inverse du système actuel, où sauf pour ceux qui font leur relève à la main mensuelle et qui la déclarent tous les mois,
Ceux qui sont sur une consommation étalée dans l'année, lissée sur les 12 mois, et qui est une consommation estimée sur les années précédentes, il y a toujours en fin d'année ou à un certain moment dans l'année une régularisation à la hausse ou à la baisse. On vous redonne un peu d'argent ou on en récupère un peu plus selon le décalage qu'il y avait entre les estimations qui ont été faites et votre consommation réelle. Et donc Enedis explique qu'avec le Linky, il n'y a plus besoin de ces rattrapages en fin d'année. On pourra facturer exactement tous les mois la consommation exacte, ce qui au demeurant est vrai. Par contre, par exemple, si vous êtes équipé d'un chauffage électrique, et si vous étiez auparavant sur une consommation, une facturation, pardon, lissée sur l'année, il va falloir se préparer à avoir un pic l'hiver que vous connaissiez pas avant. Et il était avant présenté comme un avantage de pouvoir lisser la facturation sur l'année. Maintenant, il présente comme un avantage de pouvoir facturer au plus juste tous les mois. Ça peut s'entendre, c'est un changement de discours, mais ça peut s'entendre. Et puis, ils expliquent aussi qu'il y a un autre avantage au Linky, c'est que pour certaines interventions qui nécessitaient qu'un technicien se déplace, venir chez vous, intervenir sur le compteur et sur l'installation, ça, ce sera plus nécessaire. Donc, on nous explique qu'il y aura des baisses de coûts de ces interventions qui avant nécessitaient de déplacement et qui dorénavant seront faites à distance. À savoir, des changements de puissance, quand vous voulez souscrire un abonnement de plus forte puissance, ou à l'inverse, vous voulez baisser la puissance, ça sera fait à distance. Des coupures des installations à distance, ou des mises en route d'installations à distance, etc. Enedis le présente comme un avantage. À l'opposé de ça, il y a des électriciens professionnels qui, a priori, savent de quoi ils parlent aussi, qui estiment qu'on ne devrait jamais couper une installation à distance, on ne devrait jamais augmenter la puissance d'une installation souscrite par une installation sans venir voir sur place et vérifier que tout est OK. Donc voilà, ce qui est présenté par Enedis comme un avantage présente peut-être par ailleurs des manquements techniques qui sont peut-être un peu problématiques. Voilà en tout cas pour ce qui est des arguments qui sont présentés comme des avantages pour le consommateur. Alors, passons maintenant aux aspects négatifs du déploiement du Linky. Il y a beaucoup de paramètres, certains ou même tous sont très peu évoqués par Enedis. Ce serait très long de détailler chacun, mais on va essayer quand même de les passer en revue. Le premier point qui est listé là, c'est la question du CPL et de la téléphonie mobile qui est utilisée. Enfin, ces deux systèmes, ces deux technologies étant utilisées pour transférer les données vers Enedis ou pour qu'Enedis intervienne sur notre réseau domestique. Enedis a dit pendant longtemps le CPL ne rentre pas dans les maisons, il s'arrête au compteur, c'est faux. Les câbles, de fait, parce qu'ils ne sont pas prévus pour ça et que personne ou presque n'a de câbles blindés dans son habitation, les câbles vont irradier des champs électromagnétiques. Certaines personnes ne ressentent rien, d'autres personnes y sont sensibles et ne le supportent pas, certaines ne l'étaient pas et le deviennent. C'est un vrai aspect du déploiement de ce programme Linky, c'est la question sanitaire qui est absolument pas considérée par Enedis. Et sur la question de mais alors est-ce que ça fait quelque chose ou pas, est-ce que c'est méchant ou pas, on peut parler du rapport de l'ANSES. Il y a eu plusieurs études faites sur la question, ou disons plusieurs institutions qui ont été sollicitées, dont l'ANSES, qui est l'agence de sécurité sanitaire, qui en gros dans ses derniers comptes rendus dit nous n'avons pas, pour faire très simple, nous n'avons pas de preuve que le compteur soit problématique. Et il y a toujours d'ailleurs, je fais une parenthèse, un problème à parler juste du compteur et à dire par exemple ou à écrire qu'il n'irradie pas plus qu'un grille-pain par exemple, alors que c'est pas le compteur en lui-même qui est comme un petit système électronique, comme un ordinateur au fond. C'est pas lui le problème, c'est pas tant lui que le CPL qui est utilisé. Bref, donc l'ANSES dit en gros, on n'a pas de preuve que c'est problématique, néanmoins, on n'a pas assez ou on n'a presque pas de données sur les fréquences utilisées, aux doses où elles sont utilisées, et surtout de la façon dont elles sont utilisées, à savoir de façon chronique, en continu, toute la journée, partout. Et en fait, là-dessus, on manque cruellement d'infos. La science ne sait pas, les preuves n'ont pas été faites parce que les recherches n'existent pas, ou sont enterrées quelque part, mais peut-être probablement n'existent pas encore.
Un autre point, après la question sanitaire, c'est la question de la vie privée et de l'enregistrement des données de consommation détaillée. Alors, Enedis écrit dans une brochure qui s'appelle le Linky tout simplement, que certains ont sûrement déjà reçu chez eux. Enedis écrit par exemple le compteur, de façon très innocente, pour nous rassurer, le compteur n'enregistrera pas ou ne connaîtra pas le fonctionnement de votre lave-vaisselle ou de votre téléviseur. En réalité, ce compteur, il a pour vocation d'enregistrer une courbe de charge, c'est-à-dire la courbe qui rend compte de l'évolution de la consommation du foyer tout au long de la journée. Et par ailleurs, il existe déjà sur le marché des sociétés qui développent et qui commercialisent des logiciels et des algorithmes qui ont pour but premier d'analyser les courbes de charge pour reconnaître les appareils électroménagers. Donc quand Enedis dit le compteur ne connaîtra pas la consommation de vos appareils, ce n'est pas faux, mais c'est de la désinformation, mine de rien, puisque certes, le petit boîtier, le Linky, ne saura pas reconnaître ça. Néanmoins, les mesures qu'il va permettre visent à reconnaître nos appareils électroménagers. Voilà. Il y a tromperie clairement sur cette information. Et si ces données, elles sont collectées et à un niveau parfois très fin, et on a beaucoup de mal à savoir jusqu'où veut aller Enedis, mais probablement Enedis veut récolter des données très fines. À terme, pourquoi faire? Mais tout simplement parce que ça a pas mal de valeur, pour du démarchage commercial notamment, pour étudier les comportements, pour prévoir les comportements de consommation, etc. Et pour ensuite nous démarcher avec des services sur mesure. Un point qui est très peu évoqué, ou celui-là peut-être même pas du tout évoqué par Enedis, c'est le risque d'augmentation des factures. Il y a deux raisons techniques à ça. D'abord, le Linky agit un peu comme un disjoncteur. Il agit comme un disjoncteur au sens où si vous avez une puissance souscrite d'un certain niveau et que vous la dépassez, le Linky coupe l'approvisionnement en électricité. Alors que les compteurs ancienne génération, électromécaniques ou électroniques, toléraient ces dépassements de puissance s'ils étaient ponctuels. Vous continuiez à consommer, l'électricité était maintenue dans le logement, et puis quand vous repassiez sous votre puissance max, tout allait bien, etc. Le Linky ne tolère absolument aucun dépassement, donc ça coupe. Ce qui fait que si on était avec un style de vie qui faisait qu'on consommait presque en permanence le maximum de sa puissance souscrite et en la dépassant quelquefois, il faut se préparer à ce que ça coupe régulièrement, peut-être même plusieurs fois par jour. Et dans ce cas-là, on est un peu contraint de souscrire un abonnement de plus forte puissance. Et c'est une des causes des risques d'augmentation de facture. Un autre risque, c'est le décompte par le Linky et la facturation de l'électricité réactive, qui est une composante de l'électricité qui est facturée aux entreprises pour l'instant, mais pas aux particuliers, avec les compteurs traditionnels en tout cas. Or, le Linky aura la capacité de mesurer cette électricité réactive, et donc on peut se questionner sur le fait qu'Enedis facture d'ores et déjà cette électricité réactive, ou à terme souhaite le faire et le fera. Un autre aspect problématique, ce sont les dommages sur certains appareils et les dégradations d'installation. En gros, ça consiste en quoi? C'est dû à la présence du CPL, le courant supplémentaire, qui peut ne pas être très bien supporté par les installations électriques, ou plus précisément par certains équipements électroménagers. Et ce qui est observé ici et là, ce sont des volets électriques qui sont bloqués, qui veulent plus se lever ou se baisser parce que le CPL, ce courant supplémentaire, interagit avec la commande électrique qui est censée leur dire de fonctionner, et voilà, c'est bloqué. Ou des fours qui grillent, ou des téléviseurs qui grillent après l'installation du Linky, ou autres appareils comme les lampes tactiles qui dysfonctionnent, qui s'allument toutes seules ou qui s'éteignent toutes seules. Ça a été reconnu par Enedis. Il y a un conflit avec le CPL de ce point de vue. Voilà, donc des dysfonctionnements ou des détériorations, mais dont il est difficile de faire la preuve parce que si ça se passe après l'arrivée du compteur Linky, est-ce que c'est à cause du CPL? Est-ce que c'est parce que l'appareil était vieillissant? Voilà. Donc comme c'est dur de faire la preuve, souvent il faut se rééquiper tout seul et puis voilà. Un risque qui n'est pas du tout évoqué par Enedis non plus, c'est le risque de piratage qui est associé au principe de fonctionnement du Linky. C'est très simple, avec un Linky, on est connecté en permanence à l'extérieur.
avec ce CPL et cette téléphonie mobile. Ça veut dire que on peut pirater ces installations électroniques. Comme toute installation électronique, rien n'est impiratable. Et il y a des gens qui sont de l'Institut IRT, qui sont à Saclay, au sud de Paris, qui ont tenté la chose et qui déclarent le Linky, on est rentré à l'intérieur du système en 3 heures. Donc voilà, c'est quelque chose qui fait qu'on est relié à l'extérieur et ceux qui auraient des intentions malveillantes peuvent s'en servir. Un dernier aspect qui n'est pas du tout évoqué par Enedis, et c'est même le discours opposé qui est servi, c'est l'absence totale de sobriété énergétique et de souci de sobriété énergétique dans le projet Linky. Et à l'inverse, Enedis explique et essaye de faire comprendre et faire croire que grâce au Linky, on pourra faire des économies, ce qui n'est pas du tout dans leurs objectifs et leurs intentions. Ils expliquent également que le Linky est nécessaire pour la transition énergétique et va aider. Ce n'est pas techniquement nécessaire et ça n'aidera en rien. Il y a des preuves de ça. Donc voilà, c'est un discours là-dessus qui est complètement à l'opposé de la réalité. Voilà pour une revue de tout ce qu'on peut entendre autour du Linky, qui est un projet vraiment pas au service de la population et des bénéfices des abonnés en fait. Les enjeux sont absolument ailleurs, à des niveaux industriels élevés, et c'est pas pour rien d'ailleurs que ce projet et ce déploiement se fait avec comme un rouleau compresseur qui écrase tout, puisqu'il y a des enjeux très forts industriels qui expliquent ça. Voilà. Alors, pour ce qui est du déploiement maintenant, à savoir comment se passent les installations de Linky, qu'est-ce qui est prévu? Le Linky, ou plutôt les compteurs de façon générale, ça représente 35 millions d'appareillages pour la France, 35 millions de foyers. Et les installations pour les Linky, elles ont commencé toute fin 2015, donc ça fait 2 ans, et elles vont se poursuivre jusqu'en 2021. En tout cas, c'est le calendrier prévu. C'est ça, c'est 6 ans pour installer 35 millions de compteurs. Et la démarche d'Enedis est de commencer par les grandes villes, puis les agglomérations plus petites, puis les villages. Les dates commune par commune, si jamais vous n'êtes pas de Castres et que vous ne savez pas encore, il y a un lien qui permet d'aller regarder. On rentre son code postal ou le nom de sa commune et on obtient l'année. On a même le niveau de précision du mois, donc on peut voir à partir de quand les installations sont prévues. Et localement, Castres s'était annoncé pour octobre 2017. Ça a effectivement démarré, le 2 octobre 2017. 2018, Burlat va suivre à partir d'avril. 2018 également, La Bruyère, Cocalière, La Garrigue, Navès, Val-du-Rhin. 2019, Saïs, Soile, etc. Mais le mieux est encore d'aller vérifier sur le lien. Avec un bémol ou une info toute récente, vraiment, qui date d'il y a quelques jours, de l'association Nextstop, et qui module un peu ces informations de calendrier, puisque Nextstop explique que, devant l'opposition un peu générale en France, Enedis, qui doit être très embêté, est en train d'accélérer le déploiement, et donc au lieu de 20 000 poseurs normalement prévus en France, il y en aurait a priori depuis tout récemment 35 000, et à terme peut-être 50 000 qui travailleraient tous en même temps pour accélérer les installations des Linky. Avec le chiffre un peu confidentiel qui serait que Enedis vise d'avoir installé 85% des Linky à fin 2018. Si c'est effectivement ce qui est prévu, et c'est pas impossible de le croire, il est fort possible que les dates d'installation bougent. Donc surveillez bien parce qu'il n'est pas exclu du tout que les installations se passent plus tôt que prévu, dans les communes qui pensaient avoir une date plutôt tardive. Alors pour poursuivre plus spécifiquement sur Castres, il y a cette carte mais qui n'est plus à jour. En même temps, on pourrait plus faire apparaître l'ensemble de Castres à l'écran. Donc bon, en tout cas, elle a le mérite de faire apparaître là où on commençait les pauses à Castres. Donc tout début octobre, les pauses, elles ont commencé par le sud-ouest. Et en fait, les points qui sont à l'écran sont les endroits où des gens nous ont fait le retour qu'ils avaient reçu le courrier d'Enedis qui annonçait la pause et l'arrivée des Linky. Donc on sait que ça a commencé par le sud-ouest. On sait aussi qu'en ce moment, depuis 3 bonnes semaines, même plus maintenant, il y a beaucoup de pauses dans le centre-ville, dans les Cussons.
Et peut-être qu'il y a des poses qui se décalent et qui évoluent vers le nord-ouest, mais j'imagine que quelqu'un sur place là sera à même de vous donner des infos plus fraîches du 14 novembre. Voilà. Et du coup, il est important de bien nous informer quand vous recevez le courrier qui annonce la lettre d'Enedis qui annonce l'arrivée prochaine du Linky. Ça nous permet de comprendre un peu par où les pauses, comment les pauses s'enchaînent. Et puis aussi, ça nous permet d'aller distribuer dans les quartiers concernés des tracts d'information dans les boîtes aux lettres. Voilà. Voilà en gros pour Castres, en sachant que Castres, c'est à peu près 18 000 compteurs et que à ce jour, il y a largement plus de 2000 compteurs Linky qui sont posés. Toujours pour Castres, quelques mots maintenant sur l'arrêté du maire. C'est un arrêté qui date de toute fin juillet et qui est vraisemblablement consécutif aux démarches que le collectif avait entamées auprès de la mairie en essayant de rencontrer le maire, les conseillers municipaux, etc. Et donc, en date du 26 juillet, il y a un arrêté qui a été pris par le maire et qu'on a découvert au mois d'août, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de communication là-dessus. La mairie ne l'a pas trop crié sur les toits. Toujours est-il qu'il y a un arrêté qui a été pris et qui stipule plusieurs choses. C'est un arrêté qui réglemente le déploiement des Linky, donc il n'interdit rien. Il précise simplement certaines modalités pour ce qui est de l'installation, pour pas que ce soit le bazar ou qu'il y ait d'abus ou qu'il y ait de problèmes que la ville ait à gérer. C'est une sorte d'arrêté de police qui encadre le déploiement. Cet arrêté posait des conditions auprès d'Enedis avant de procéder au déploiement, dont une qui était l'affichage en mairie, au préalable et tout au long de la période d'installation, d'un planning des pauses. On en a fait le deuil, puisque Enedis n'a jamais communiqué de planning, LS Service non plus, donc on n'a jamais eu aucune information sur les arrivées des poseurs, la stratégie de pause, les quartiers concernés, etc. Outre ce point, l'arrêté précisait aussi certaines choses par rapport à la posture des poseurs et notamment que faire en cas de refus. Et l'arrêté est très clair là-dessus. L'entreprise qui est en charge de la pause, elle ne peut intervenir au domicile des gens que quand ils sont là ou que s'ils sont d'accord. C'est formulé autrement, ça dit il n'y a pas de pause possible en dehors de la présence des habitants ou sans leur consentement. Autrement dit, ça veut dire qu'il est possible de refuser le Linky, le remplacement de son compteur par un Linky, que le compteur soit à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est ce que renforce l'arrêté, puisque c'est écrit noir sur blanc, et au demeurant, il resterait possible de refuser le Linky puisque la loi ne l'impose pas. Même s'il y a une insistance démesurée d'Enedis, chacun est dans son droit à dire je n'en veux pas, si c'est ce qu'il souhaite dire. Voilà, c'est un arrêté qui renforce la possibilité de refuser, qui explique que ça peut pas être fait si on est absent, ça explique certaines choses de ce type. Il est tout à fait clair qu'Enedis ne respecte pas cet arrêté et n'a pour cet arrêté aucune considération puisqu'il y a déjà des cas réitérés de pause en l'absence des gens, de pause sans que les gens soient prévenus, c'est-à-dire qu'ils sont chez eux, ils voient qu'il y a une coupure de courant, c'est par exemple le matin, et puis l'après-midi ils comprennent en voyant leur compteur qu'il a été changé, ce genre de choses. Donc il y a un arrêté et il n'y a absolument aucune démarche de respect vis-à-vis de cet arrêté de la part des poseurs ni d'Enedis qui en tient pas compte. Un petit commentaire par rapport à un article de l'arrêté, qui est l'article 4, l'avant-dernier, et qui mentionne une réunion de concertation pour ceux qui refuseraient le Linky, c'est-à-dire qui seraient convoqués en mairie pour une concertation avec des représentants d'Enedis, etc. Pas de panique sur cet article, cette réunion de concertation n'a pas vocation à forcer la main à quiconque. La première réunion de concertation qui a eu lieu, c'était fin octobre. Elle s'est déroulée en présence du maire qui a posé les questions qu'il avait à poser à Enedis. Et la réunion, elle s'est soldée par la remise à Enedis du nom des gens qui refusent le Linky dans le quartier concerné, avec demande d'arrêter d'insister auprès de ces gens pour poser des compteurs. Donc n'ayez pas peur de cet arrêté, il n'a pas du tout vocation à imposer le compteur chez ceux qui l'auraient refusé. Voilà. Toujours sur cet arrêté, des petites informations de contexte juridique peut-être. L'arrêté date du 26 juillet. Il a été validé par la préfecture le 27 juillet. Début septembre, Enedis et la préfecture à des dates différentes, mais les deux organismes ont émis un recours gracieux auprès de la mairie, c'est-à-dire la demande au maire qui retire son arrêté. Ce que le maire n'a pas fait, il a été répondu à ces deux recours courant octobre que l'arrêté serait maintenu.
Il reste possible qu'Enedis ou la préfecture, mais après, a priori, la préfecture, c'est moins probable, mais il reste possible qu'Enedis fasse un recours contentieux devant le tribunal administratif. Enedis et la préfecture ont formulé un recours contentieux auprès du tribunal administratif. Comme il se doit dans ces circonstances, l'arrêté a été suspendu, mais non invalidé, le 14 décembre 2017. À la suite, Monsieur le maire de Castres a émis un nouvel arrêté, le 10 janvier 2018. Il spécifie, entre autres, respect du droit de refus d'installation des compteurs, chez toute personne exprimant son opposition à cette intervention. Pour ce qui est maintenant du refus du Linky. Comment refuser le remplacement de son compteur par un Linky? Il y a différentes choses qui sont proposées et qui émanent essentiellement du travail d'un cabinet d'avocats qui est à Paris et qui s'appelle le cabinet Artemisia, qui a travaillé sur la chose et qui met à disposition des modèles de documents librement pour qui les veut. Du coup, ce qui est proposé, c'est d'abord d'écrire une lettre à Enedis. C'est un courrier en recommandé avec accusé de réception. C'est-à-dire qu'il a une valeur juridique derrière, d'où le besoin de réception confirmée. Et c'est une mise en demeure, c'est un refus d'installation du Linky chez soi. C'est pas quelque chose qu'Enedis pour le moment enregistre et dont il tient compte. Néanmoins, dans l'éventualité d'un recours juridique collectif ou quelque chose comme ça, ce sera le seul document qui prouve que vous n'étiez pas d'accord et que vous l'aviez dit. Donc c'est une lettre à Enedis en recommandé. Deuxième étape, une lettre à la mairie, dans le cas de Castres, pour soutenir l'arrêté, puisqu'il y a déjà quelque chose. Si on est dans une commune qui n'a pas encore pris position, ça peut être une lettre pour l'informer et puis l'inviter à le faire, ou l'inviter à au moins prendre connaissance de toutes les dimensions de ce projet et des responsabilités qui lui incombent dans ce domaine. On a des modèles aussi qu'on peut vous mettre à disposition. Ça, c'est pour des actions papier, avec des courriers. Ensuite, si le compteur est à l'intérieur, il va vous falloir refuser les demandes de rendez-vous, puisque LS Service va vous contacter pour absolument obtenir un rendez-vous pour accéder au compteur et le remplacer. Si jamais ça devient du harcèlement, ou même avant que ça devienne du harcèlement, sachant qu'ils utilisent plusieurs plateformes d'appel avec des numéros différents, 4 voire 5, il est possible, il est peut-être même suggéré de noter dès le départ le nombre des appels, l'heure à laquelle ils vous appellent, le numéro depuis lequel ils appellent. Et puis au bout d'un moment, quand vous n'en pouvez plus, vous prenez l'opérateur au téléphone et vous lui expliquez que vous lui relisez tous les jours et toutes les heures auxquelles vous avez eu des appels et vous leur expliquez que si ça continue, vous portez plainte pour harcèlement. Et il y en a qui ont fait ça et ça marche. C'est-à-dire qu'ensuite on les a laissés tranquilles. Si votre compteur est à l'extérieur, à savoir sur la rue directement, donc vraiment vraiment à l'extérieur de chez vous, voire dans le jardin, donc c'est chez vous mais ça reste quand même à l'extérieur, ou dans les parties communes d'un immeuble, il va falloir mettre de l'affichage et des protections puisque en fait, même s'il y a un arrêté qui l'interdit, les pauses en absence ont été vues de façon récurrente, les pauses malgré refus affichées ont été vues aussi. Donc affichage, protection, surveillance des véhicules LS Service, ce sont des Citroën Berlingo blancs, tout anonymes, sans rien d'écrit dessus. Et puis protéger son compteur avec un cadenas, avec quelque chose si vous le pouvez, pour éviter qu'il y ait une pause le temps que vous soyez parti faire des courses, puisqu'on en est là, voilà. N'hésitez pas à en parler auprès de votre voisinage pour être plusieurs et puis protéger la vie et le compteur de votre voisin quand il n'est pas là et qu'il fasse de même avec le vôtre. Et si jamais ça se passe mal avec les poseurs, parce qu'il y a pas mal de comportements provocateurs ou abusifs, si ça se passe mal, police municipale. Voilà, vous avez les numéros, appelez la police municipale pour qu'ils viennent mettre fin au trouble. Si c'est du harcèlement, il ne devrait pas avoir lieu. S'ils sont en train d'insister pour poser chez vous, ça ne devrait pas avoir lieu. Si vous rentrez chez vous et qu'ils sont en train de poser, ça ne devrait pas avoir lieu. Donc appelez la police municipale. Voilà. Pour finir, une dernière diapo pour synthétiser un peu les grandes lignes du programme Linky. S'il y avait une seule chose à retenir, c'est que on n'est pas du tout avec une opération de maintenance où on remplace un compteur vieillissant par un compteur.
C'est un projet gigantesque, le programme Linky, avec beaucoup d'intérêts industriels derrière, et c'est pas du tout la simple opération de maintenance dont Enedis essaye de nous convaincre. À de nombreux égards et selon de nombreuses analyses, c'est un projet qui est inutile du point de vue de la transition énergétique, du point de vue de la gestion du réseau. C'est pas du tout un compteur dans chaque foyer qui était nécessaire, c'est pas vrai. C'est un projet qui est coûteux. On remplace des appareils qui marchent, on les remplace par du neuf, il faudra les changer tous les 15 ans, les Linky. C'est un projet qui est risqué, il y a le risque sanitaire avec les ondes électromagnétiques, il y a le risque technique avec les dommages aux installations ou aux appareils, il y a le risque de piratage, et c'est un projet qui est clairement intrusif dans la vie privée, puisque un des premiers objectifs d'Enedis au fond, même s'il ne s'en vante pas, c'est a priori la collecte des données personnelles privées. C'est un projet public au sens où c'est Enedis qui le mène, et c'est un projet qui devrait être au service du public puisqu'il est financé par lui. Alors qu'au fond, c'est un projet qui est au service et au bénéfice d'intérêts industriels privés. Toute l'industrie de l'électronique, toute l'industrie des télécommunications est derrière ce projet Linky. C'est un projet à la viabilité économique douteuse, mais ça a l'air de leur convenir puisque dans tous les cas, les abonnés compenseront si jamais la chose n'arrivait pas à l'équilibre économique. C'est un projet qui est absolument sans bénéfice environnemental, il n'est pas nécessaire pour la transition énergétique et il est très hasardeux d'affirmer qu'il permettra de faire des économies d'énergie. Et il y a même des indices qui permettent de penser que l'objectif est autre, c'est-à-dire que l'objectif est de continuer à faire consommer toujours plus d'électricité. C'est un projet qui est financé par nous tous les abonnés, alors que nous n'en tirerons aucun bénéfice. On nous récupérera nos données et nous on n'en tirera rien. Et enfin, c'est un projet qui est imposé puisque c'est un vrai rouleau compresseur, hors de toute base légale. Il ne devrait pas être imposé et pourtant c'est ce qui se passe. Et au mépris du droit le plus élémentaire puisqu'il y a des violations de domicile, des intimidations, des incivilités, etc. Voilà, une sorte de projet dérapage général qui pourtant a lieu. Et ça pose beaucoup de questions et on vous encourage bien sûr à dire non à ce projet et à le refuser si c'est ce que ça vous évoque. Voilà. Et puis, maintenant, écoutez, place aux questions.